Je commence comment alors? Commence par une intro, genre classique, un peu comme toi tu fais d'habitude. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Pauline Budinski, diététicienne spécialisée en micronutrition et dans l'accompagnement de la femme. Et on fait cette vidéo, on a eu une petite idée, en fait, on était en train de manger tranquillement et puis on discutait de plein de sujets et on s'est dit mais pourquoi on fait pas ça en vidéo YouTube parce que franchement c'est hyper intéressant ce qu'on dit. On a parlé trop de trucs. Donc on échangeait notamment sur le surentraînement, sur le RED-S, sur la triade de la femme sportive, sur le déficit énergétique dans le sport. Et en fait, on s'est dit ça pourrait être complémentaire de faire une vidéo ensemble parce qu'au final, nos deux spécialités se rencontrent pour se représenter. Et pour ceux qui me connaissent pas, moi je m'appelle Nouchka, je suis diététicienne du sport. Et Pauline, je te laisse te présenter. Du coup, je suis Pauline Budinski, diététicienne, donc comme Nouchka l'a dit, spécialisée en micronutrition. Et en quoi nos domaines se rapprochent, c'est tout simplement que j'accompagne moi beaucoup de femmes dans tout ce qui va être troubles du cycle, aménorrhée, et forcément dans le domaine du sport. On en a énormément à cause des déficits énergétiques. Et en fait, après, moi, j'ai posé des questions à Nouchka sur le RED-S, etc. Et en fait, voilà. On en est venu à parler pendant plusieurs dizaines de minutes de tout ça. Et on s'est dit, franchement, ce serait cool de faire une vidéo ensemble autour d'un petit thé. Donc, prenez un petit thé, mettez-vous à l'aise et puis on va discuter de tout ça. C'est parti. Voilà. Et du coup, en fait, on en est venu à parler de tout ça parce que j'ai demandé à Nouchka si elle connaissait le RED-S, même si c'est quelque chose qu'on voit beaucoup et surtout qu'elle me l'explique. Donc, elle va vous expliquer c'est quoi le RED-S. Le RED-S, peut-être que vous voyez pas ce que c'est et pour ceux qui voient ce que c'est, souvent on fait un peu l'amalgame avec la triade de la femme sportive. Donc le RED-S, c'est tout simplement un déficit énergétique relatif dans le sport. En gros, qu'est-ce que c'est le RED-S? Pour le définir simplement, ce serait un déséquilibre entre ce qui rentre en énergie dans le corps et puis ce qui va sortir via les dépenses. Un sportif qui va être en syndrome du RED-S, ça va être un sportif qui dépense beaucoup d'énergie et qui n'en apporte pas assez à côté. Et le problème, c'est que ça peut avoir beaucoup de répercussions à côté, à tout point de vue, que ce soit d'un point de vue performance sportive, forcément, parce que derrière, si on n'a pas ce qu'il faut d'un point de vue énergétique, on va forcément aller puiser dans les réserves énergétiques. Et puis derrière, ça peut avoir beaucoup de conséquences sur la santé, et notamment au niveau hormonal. Et c'est pour ça qu'on le confond parfois avec la triade de la femme sportive. La triade de la femme sportive, pour la définir encore simplement, englobe 3 éléments. Ce serait justement un déficit énergétique chronique qui serait associé à des troubles du cycle menstruel, troubles du comportement alimentaire. Troubles du comportement alimentaire, mais finalement, je mettrais un petit triangle pour définir un peu ça, mais anciennement, c'était défini comme en gros anorexie, aménorrhée et ostéoporose. Ouais. Aujourd'hui, on peut le définir plutôt comme trouble du comportement alimentaire, voire déficit énergétique, trouble du cycle menstruel et puis trouble de la densité minérale osseuse. Tout étant un peu lié. Si tu veux expliquer un peu pourquoi c'est lié justement? Ouais, c'est lié parce qu'en fait, donc nous les femmes, on a donc majoritairement des oestrogènes et de la progestérone. C'est nos 2 hormones sexuelles principales, à l'inverse donc des hommes qui eux vont sécréter beaucoup de testostérone. Et d'ailleurs, ce que Nouchka m'expliquait, c'est qu'on parle beaucoup donc de la triade de la sportive, mais en fait, ça impacte aussi au niveau hormonal les hommes par rapport à tout ce qui est sécrétion hormonale. Mais en tout cas, pour revenir à la triade, voilà, on a vraiment œstrogène, progestérone, et en fait, nos hormones féminines et nos règles ne sont pas là pour nous embêter, elles sont là parce qu'elles ont un rôle vraiment protecteur sur nous. Les œstrogènes vont vraiment avoir un impact sur nos os, en fait, et sur la solidité de nos os, et on se retrouve avec des personnes donc, qui ont des femmes qui ont une aménorrhée, et du coup, ce qu'on appelle une déminéralisation osseuse, qui vont être plus à risque de fracture, notamment, donc pour la sportive, c'est vraiment embêtant. Et on peut aussi avoir des problèmes au niveau cardiovasculaire parce que mine de rien, nos hormones sont aussi cardioprotectrices. Ouais, notamment les œstrogènes qui aident à la vasodilatation. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui, par exemple, vont plus avoir leurs règles, vont avoir un poids hyper bas et vont paniquer parce qu'elles ont du cholestérol sur leur prise de sang en mode waouh, faut que je mange encore moins de lipides. Alors qu'en fait, c'est justement parce que tu manges pas assez de lipides que derrière tu synthétises pas assez d'hormones puisque c'est les lipides qui aident à synthétiser certaines hormones. Et derrière, du coup, ça a un impact là-dessus. Donc en fait, tout est un petit peu lié. Finalement, le RED-S, ça ressemble un peu à la triade, mais ça peut concerner aussi l'homme, parce que la triade, ça englobe vraiment que la femme. Forcément, l'homme n'a pas de problème du cycle menstruel, mais ça peut concerner aussi les hommes, le RED-S. Donc voilà, il y a toutes les problématiques de la triade, et puis l'homme aussi, en fait, les hormones sexuelles masculines aident aussi au remodelage osseux. Donc en fait, un homme qui consomme pas assez d'énergie, pas assez de lipides, a des troubles hormonaux, notamment au niveau de la testostérone. On en parle derrière, là, on en parle moins. Et t'en as beaucoup, toi, du coup, en consultation, des hommes comme ça ou pas? Souvent, c'est des mecs qui font beaucoup de sport et qui, volontairement ou involontairement, n'arrivent pas à couvrir leurs besoins énergétiques, quoi. Okay. Parce que finalement, ça peut ne pas être volontaire. Quand tu fais des sports
sport, notamment d'endurance, tu as des dépenses qui sont tellement importantes au niveau énergétique. Tu te retrouves avec des dépenses à 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 calories. Ça va vite monter. Et vas-y pour les manger, quoi, ces calories, quoi. Justement, j'avais fait un post là-dessus en expliquant que c'est pas grave pour les sportifs qui s'entraînent beaucoup, justement, d'avoir des aliments qui sont pas connotés sains, entre guillemets, parce que ça permet de couvrir l'apport énergétique. Parce que tu peux pas, quand tu dépenses 5 000 calories de moyenne par jour, allez-y, consommez que des céréales complètes, des légumineuses, des graines, des crudités. Ça fait des sacrées portions, quoi. Ça fait des sacrées portions, et puis quand même t'arrives à le manger, derrière ça te fait un gros apport en fibres, donc au niveau digestif, c'est pas ouf, quoi. Je crois que tu m'avais parlé d'un sportif justement qui avait dit ça aussi, que lui, il n'arrivait pas à couvrir ses besoins et qu'il mangeait des sneakers, non, c'était pas ça? Ouais, t'en as beaucoup qui couvrent, même à haut niveau, hein, il y en a qui font ça. Donc voilà, et en fait, il y a beaucoup de sportifs qui se retrouvent dans cette situation-là. Derrière, en fait, ça peut induire une baisse des performances. Le réflexe, ça va être quoi? Vas-y, je vais m'entraîner plus pour être plus performant. En fait, on rentre dans un vrai cercle vicieux parce que je m'entraîne plus, du coup, mes dépenses, elles sont encore plus élevées et j'arrive pas à courir derrière. Ouais. Faut pas oublier aussi que le sport a un effet anorexigène aussi. Quand tu t'entraînes à haute intensité, tu vas sécréter des molécules qui coupent la faim. Donc en fait, derrière, tu vas moins te réalimenter spontanément. Donc ça, c'est un vrai problème. Donc c'est très difficile de finalement déceler le RED-S parce qu'il n'y a pas de marqueur biologique en fait. Sauf un grade vraiment hyper important. Après les complications, ça va être au niveau cardiovasculaire, au niveau hormonal, au niveau osseux, mais finalement ça va vraiment être sur l'analyse des symptômes, quoi, je dirais. Et en fait, c'est aussi paradoxal parce que, alors chez la femme surtout, moi ce que je vois en consultation, c'est que avant d'avoir ce stade de problème de santé, c'est que c'est aussi un des pics où elles sont les plus performantes parce qu'elles sont légères. Et forcément, qui dit performance, en fait, elles ont du mal à accepter qu'il y a ce poids performance et ce poids en fait santé. Et il faut vraiment savoir trouver cette limite. Et les hommes, au final, même les marathoniens ou quoi que ce soit, on le voit aussi très souvent, il y a vraiment ce poids performance vs le poids santé. Et ça, je trouve ça aussi hyper intéressant. Et moi, j'en parle très souvent à mes patients, quoi. Ouais, en fait, le poids... Moi, je séquence vraiment le poids de forme et le poids performance. Pour moi, c'est deux choses différentes. Le poids de forme, je le définis souvent comme un poids auquel, en gros, t'as pas besoin de te restreindre pour le maintenir. T'es en bonne santé, tu dors bien, tu récupères bien et tu te blesses pas. Pour moi, un poids de forme, c'est ça. Et puis, tu as un IMC à peu près correct. Voilà. Le poids performance, parfois, il peut être un petit peu plus bas que le poids de forme, finalement. On le voit chez les athlètes d'endurance, notamment. Je prends souvent cet exemple-là, mais tu as certains triathlètes ou trailers qui ont 5 à 10 kg de différence entre l'été et l'hiver. Ça fait des grosses diffs, mais ça permet de s'entraîner avec une plus grande disponibilité énergétique l'hiver, donc de pouvoir mieux récupérer, faire du volume, enchaîner, pour après s'affûter sur les semaines et les mois avant, pour là avoir un poids performance qui te permet d'avoir un bon rapport poids-puissance, quoi. Mais finalement, le poids performance n'est pas un poids que on va maintenir toute l'année, parce que derrière, ça peut être en dessous de ton poids de forme. Alors certains athlètes ont un poids de forme auquel ils performent. Enfin, voilà, les deux sont... Oui, bien sûr. Non, voilà, certains, leur poids de performance, c'est leur poids de forme, ils ont le même poids toute l'année, et d'autres non, quoi. Après, je pense pas qu'il faut avoir la folie l'objectif de perdre à tout prix du poids pour arriver au poids le plus bas, parce que ça peut engendrer d'autres conséquences derrière. Et les hommes assument mieux quand même cette variation de poids que la femme. La femme, une fois qu'elles ont connu un poids bas, c'est très compliqué d'accepter de le remonter. Ouais. Donc c'est un vrai problème, parce qu'aujourd'hui on se retrouve avec des femmes qui courent en fait et qui se blessent, alors même des fois des années plus tard, parce qu'en fait c'est un déficit énergétique qui est installé depuis tellement longtemps que ça arrive vraiment plus tard. Et je trouve que les hommes, inconsciemment, ont quand même plus cette facilité de modeler en fonction des saisons, d'accepter de prendre du poids l'hiver, d'accepter de le perdre l'été, mais parce que y a moins toute cette pression qu'on peut voir habituellement. Mais... Ouais, et puis les hommes, de façon globale, ont peut-être moins... Il y a moins de prévalence des troubles du comportement alimentaire chez l'homme, quoi. Donc l'homme, après je généralise énormément, mais l'homme va plus s'écouter, je pense, et réussir à réguler sa faim et être moins dans la pression du corps ou quoi. Même s'il y en a quand même, quoi. Et surtout dès lors qu'on cherche la performance, je pense que c'est un sujet qui revient souvent. On se compare. Moi, je vois dans les clubs, forcément, tu vas te comparer à celui qui est à gauche, à droite, celui qui performe mieux, celui qui court plus vite. Même parfois, les entraîneurs, peuvent foutre la pression là-dessus. Donc, c'est pas facile à gérer. Surtout chez les jeunes, quoi. Surtout chez les jeunes. C'est pour ça que moi, dans mes formations, j'alerte vachement là-dessus, sur le fait qu'il faut que toute l'équipe pédagogique et tout l'entourage, justement, soit alerte par rapport à ça. Mais je
trouve quand même que ça change un peu. Je pense qu'on commence à s'alerter un peu, notamment chez la femme, sur les troubles du cycle. On en parle de plus en plus, des entraînements en fonction du cycle maintenant. C'est vrai que les coachs essayent. Il faut savoir aussi que la femme, en fonction de son cycle menstruel, va avoir différents moments où elle sera plus forte, en fait, parce qu'on aura plus de masse musculaire, comme par exemple quand on va avoir nos règles, on va être plus fatigué à cause des pertes de sang et du coup en fer. Et c'est vrai qu'un homme a moins aussi ces variations-là. Un homme est plus linéaire sur sa performance et ses entraînements, alors qu'une femme, si elle a ses règles, alors que c'est une femme qui a des douleurs de règles le jour de sa course, ça peut être vraiment problématique, quoi. Ouais. Donc c'est vrai que ça... Gaïa, tu vas rester avec nous. Parce que vous avez Gaïa aussi, qui essaye de partir là, mais pour éviter qu'elle casse tout le setup. Et du coup, je trouve que ça aussi, c'est quand même hyper important d'en avoir conscience, quoi, que la femme derrière n'est pas aidée par tout ce qui est hormonal, on n'est pas aidée de façon générale. On n'est pas aidée. Et le problème, c'est que y a beaucoup de femmes qui, en fait, en ont rien à faire de pas avoir leurs règles, parce que pour elles, c'est trop bien, du coup, je vais pas être embêtée pendant mes courses, du coup, j'aurai pas à réfléchir à quand je place telle ou telle échéance, j'aurai pas de problème avec mes cycles et tout. Mais ok, sur le court terme, c'est bien, mais, enfin, c'est bien, entre guillemets, finalement, c'est moins contraignant, mais sur le long terme, ça va engendrer beaucoup de conséquences et c'est pas les bonnes conséquences, quoi. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui aussi, il y a des coachs qui demandent en fait à leurs athlètes de prendre la pilule pour cacher tout ça. Ouais. Au moins, l'avantage de la pilule, c'est que ça apporte des oestrogènes, donc ça fait traitement entre guillemets par rapport au manque d'oestrogènes. Et puis, elles n'ont pas leurs règles si on prend des pilules en continu. Et ça, c'est vrai que la pilule, alors c'est un moyen contraceptif comme un autre, mais c'est cacher le problème au final, c'est-à-dire que les conséquences sont quand même là sur le long terme. Ouais, et puis moi j'ai déjà entendu des entraîneurs en mode tu veux pas d'enfant, tu t'en fous de pas avoir tes règles, quoi. Oui, bien sûr. En fait, le problème c'est que dans le haut niveau, c'est tellement compétitif que si t'es une femme et que t'as un problème, derrière il y aura quelqu'un d'autre qui sera aussi forte que toi et qu'on mettra à ta place, quoi. Donc ça, je pense mentalement c'est difficile à gérer, quoi. C'est dur parce que la femme a vraiment ce rôle de avant 35 ans faut que tu aies un enfant, sauf que y a beaucoup de sports, surtout dans l'ultra, ce qu'on disait, où en fait les femmes normalement perfent entre 35 et 40, sauf que c'est l'âge aussi où on est censé avoir... On se faisait la réflexion que dans l'ultra trail, l'âge d'or un peu c'est 35 ans, et quand on regarde sur les courses d'ultra, finalement il y a peu de femmes. Alors je pense peut-être que les femmes ont un peu... Alors faudrait voir, hein, c'est vraiment subjectif ce que je dis, je sais pas si ça a été prouvé ou quoi, mais je pense que les femmes ont moins confiance en elles déjà, sont peut-être un peu moins bêtes pour se lancer sur des trucs comme ça. Et puis en fait c'est tout simplement l'âge où la plupart des femmes font des enfants, et pour l'homme c'est plus facile, même quand t'as des enfants en bas âge, quand t'es un mec tu dis vas-y garde le petit, puis moi je vais me taper 4 heures de bien trail. sûr, Quand t'es une femme c'est peut-être un peu moins facile. Mais c'est ça dans tous les sports qui ont une exigence d'entraînement au final, c'est un peu le problème. Mais voilà, la femme généralement on la voit faire du sport jusqu'à 30 ans et après c'est vrai que ça se calme beaucoup. Et toi, ce qu'on disait, t'es très jeune sur l'ultra aujourd'hui, mais pourtant t'as quand même pas énormément de femmes non plus. Donc il y a vraiment ce juste milieu là aussi, comme tu dis aussi. Je pense réflexion, les femmes sont quand même sur du plus court généralement, sauf toi. Même si les femmes en général sont plus endurantes entre guillemets que les hommes, on a des capacités d'endurance plus élevées, même si d'un point de vue performance, les hommes vont être plus performants que les femmes sur une même épreuve, tout simplement parce que les hommes ont une masse musculaire plus élevée, etc. Mais les femmes, on a quand même des capacités oxydatives plus élevées, on a plus de masse grasse, on a plus de masse grasse, et quand on regarde un peu les pourcentages d'utilisation glucides, lipides, je mettrai un graphe justement, finalement on voit que les femmes oxydent plus de graisse que les hommes. Donc en fait on a plus de capacités oxydative et d'endurance que les hommes au final. Je pense pas du tout. Les hommes sont plus forts pour des plus puissants, pour des sports de force, pour des sports de vitesse où tu sollicites des grandes fractions de VO2 max, etc. Bon, Gaïa, tu peux partir, mais t'essayes de pas tout défoncer. C'est clair. Alors, c'est au milieu là. Mais après, je trouve que donc on le voit sur l'ultra, on le voit sur le triathlon long aussi où il n'y a pas beaucoup de femmes. Même si de plus en plus, parce que ça se démocratise, je pense, et finalement... c'est un sport à la mode. Ça se démocratise avec les réseaux, je pense que les gens... je pense qu'on va de plus en plus vers des sports d'endurance, d'ultra-endurance aussi. Donc je pense qu'il y aura de plus en plus de femmes, quoi. Clairement. Je trouve ça génial, sincèrement, que la femme prenne cette place vraiment dans le sport et ose aussi plus à prendre cette place-là. Parce que
on a trop longtemps pensé un peu sport garçon, sport femme, et qu'aujourd'hui on arrive un peu à mettre les deux sur... Ouais, c'est vrai. Je pense que... Et puis, il y a beaucoup de femmes qui essayent de porter des valeurs et puis ouvrir un peu la voie à d'autres femmes. Donc, je pense qu'aujourd'hui, finalement, on peut aller dans tous les sports sans que ça pose problème. On peut tout faire. Et la clé, alimentation, un bon entraînement. Toi, c'est ce que tu es en train de vivre à l'heure actuelle, très progressif. On me posait la question, justement, t'as pas peur d'être en surentraînement? Ça aussi, c'est un truc, je voulais qu'on en parle. Le surentraînement, pour moi... c'est pas tant un syndrome de surentraînement, de trop d'entraînement, c'est plutôt un symptôme de sous-récupération. Ce qui fait qu'en fait, un athlète peut s'entraîner 30 heures par semaine sans jamais être en surentraînement parce que il s'est adapté progressivement, il arrive à mettre des temps de récup suffisants, il n'a pas été comme un bourrin à passer de 2 heures d'entraînement à 30 heures, et puis d'autres sportifs peuvent s'entraîner 3-4 heures par semaine et être en surentraînement parce que tout simplement, derrière, ils dorment pas, ils mangent pas bien, donc en fait, ils optimisent pas leur réserve énergétique, ils sont stressés, ils font n'importe quoi à toujours s'entraîner à haute intensité. Donc au final, ça c'est un truc que j'aime bien rappeler quand même, c'est que le surentraînement, en gros, c'est pas tu vas t'entraîner beaucoup d'heures, donc en fait c'est dangereux. C'est vraiment si derrière t'optimises pas le reste. Je pense que dans beaucoup de sports aujourd'hui, on peut vite être en surentraînement, surtout nous deux, parce que en triathlon ou en trail. Parce qu'en fait, les gens ne sont pas cadrés. Et ça, on en revient à un gros problème. Prenez un coach, en fait, ou essayez de vous faire cadrer si vous vous mettez à courir, si vous commencez à faire des sports d'endurance, parce que ça... En fait, alors moi j'adore courir, je suis quelqu'un qui détestait ça il y a encore 2 ans et demi, et c'est Nouchka qui m'a remis vraiment au sport. Mais en tout cas, voilà, il faut vraiment apprendre à y aller de manière modérée et apprendre en fait à ce que votre corps récupère, à alterner marche-course s'il le faut. Toi en trail, avant de courir dans les montées, tu marchais dans les montées, enfin... Tout est une histoire de progressivité et surtout en fait, votre corps a besoin de s'adapter au niveau de toutes les réserves. Et des fois, moi, je me retrouve avec des patients qui n'ont pas forcément de soucis de poids, encore une fois, mais qui vont perdre leurs règles parce qu'elles vont se mettre au sport trop d'un coup. Et en fait, alors, c'est pas perdre totalement, parce qu'une aménorrhée, on la compte supérieure, en fait, à 6 mois, en fait, sans nos règles. Mais elles vont me dire, j'ai un mois qui a sauté ou quoi que ce soit. Parce qu'en fait, le corps est trop stressé par rapport à ce qu'elles ont l'habitude de faire. Il faut savoir que le stress, c'est un des ennemis numéro 1 pour nos règles. C'est vrai. Pour le corps, de façon générale. Pour le corps, de façon générale. Ouais, c'est un de nos ennemis numéro 1 parce que, comme Nouchka le disait, pour avoir nos règles et en fait sécréter nos hormones, ça passe par nos tissus adipeux, par la molécule de cholestérol. Et ce cholestérol, en fait, sert pour le cortisol, qui est l'hormone du stress, et pour nos hormones sexuelles. Faut arrêter En fait, on a peur de tout. On a peur des protéines parce que trop de protéines, c'est mauvais pour les reins, alors que c'est pas vrai. On a peur de trop de glucides parce que trop de glucides... Enfin, on a peur des glucides parce que trop de glucides, insuline, diabète et compagnie. Et on a peur des lipides parce que les lipides, ça fait grossir. Le cholestérol. Non mais... Au bout d'un moment, en fait, on a besoin de tout, mais dans des quantités normales, quoi. Je veux dire, c'est comme l'eau. Si tu bois trop d'eau, tu vas pas être bien, globalement. Et en fait, le truc, c'est que quand tu commences à te mettre au sport, tu commences à faire attention à ton alimentation. Sauf que faire attention à son alimentation, c'est tiens, si j'ai enlevé le gras, tiens, j'ai plus mes règles. Tiens, si du coup, je mange encore moins de glucides, je comprends pas, je me blesse et je suis fatiguée. Et ça, non, si vous voulez vous faire les choses bien, prenez des gens compétents autour de vous pour pas avoir de problème sur le long terme. Et vous nous remercierez plus tard. Puis aussi, un autre truc, moi, je pense qu'il faut arrêter de se comparer. Parce qu'on se compare toujours aux gens qui font plus que nous. Mais je pense qu'on est les premières à un moment donné, même si on a du recul maintenant sur ça, je pense que c'est naturel d'aller se comparer à celui qui est meilleur. Mais ça peut être stimulant quelque part, tu vois, ça peut être positif. Mais on va toujours se dire, ouais, mais celui-là, il court tant de bornes par semaine, il fait ça comme course, donc moi, je suis qu'une merde, il faut que je fasse plus. Et chaque corps est différent. Hein. Faut arrêter de se comparer. Pareil sur Strava, en mode, il faut que je cours à cette vitesse, sinon sur Strava, on va voir que j'étais moins rapide que la dernière fois. J'ai envie de dire, tout le monde s'en fout. Hein. Tout le monde s'en fiche et c'est vrai que Strava c'est une bonne appli parfois, mais alors des fois c'est vraiment catastrophique l'impact que ça peut avoir. Il faut toujours que j'ai 50 bornes par semaine, que ce soit hyper droit, jamais accepter les phases de diminution d'entraînement, quoi que ce soit. Ça peut vite être vachement contraignant mentalement, quoi. Et en fait, alors je sais pas si tu le vois en ce moment, mais je vois énormément de personnes qui ne couraient pas du tout, qui se mettent à courir. Vraiment, il y en a plein. Oui, puis pas du tout progressif. Quoi. Ah non, pas du tout progressif. Vas-y, on y va, je m'inscris direct à un truc de malade, un Iron. Ouais, un Iron, première année de triathlon, je fais un Iron. Alors,
Si tu arrives à te lanquiller, tant mieux. Mais il y a une grosse différence entre avoir fait beaucoup de sport avant, ton corps est adapté d'un point de vue musculo-tendineux, d'un point de vue cardiovasculaire, etc. Je commence le sport, j'ai jamais couru avant, mais mon défi c'est de faire un Iron et du coup je vais le faire l'année prochaine. Bah, tu vas peut-être réussir à faire ton Iron, mais peut-être que derrière tu vas avoir des conséquences sur la récupération, au niveau des blessures, etc. quoi. Et au final, on l'a vu, où toi, tu marques 4 au niveau de mon alimentation, au tout début où je reprenais du sport, parce qu'en fait, j'ai toujours nagé, je viens de la natation, et quand j'ai commencé le triathlon, je pense que je mangeais 1600 calories par jour. Ouais. Et en fait, je comprenais pas, je récupérais super mal, j'étais hyper fatiguée. Je lui ai fait compter ses calories, on s'est dit oulala, il y a. Et du coup, j'ai envoyé un message à Anouchka, j'ai dit à l'aide, ça ne va pas, aide-moi. Et en fait, aujourd'hui, je crois que je suis à 2005 ou un truc comme ça. Et je trouve ça impressionnant à quel point le corps s'adapte. J'ai pas pris de poids, si j'ai vu changer au niveau musculaire, etc. Je me sens mieux, je récupère mieux, je peux enchaîner des entraînements comme je ne faisais pas, alors que je m'entraîne plus. Ouais. Et ça, franchement, je serais pas passée par toi. Je pense qu'aujourd'hui, j'en serais pas là où j'en suis non plus. J'aurais pas du tout ce recul sur l'alimentation par rapport au sport, quoi. Parce que c'est difficile, je pense qu'on... Autant je trouve que de façon générale, les gens ont tendance à surestimer leurs dépenses et à sous-estimer leur apport, autant chez les sportifs, ça peut parfois être l'inverse. On a l'impression qu'on mange énormément et qu'on va prendre du poids et qu'on se dépense pas autant, mais en fait, ça peut vite être compliqué de couvrir les besoins, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Et en fait, moi, quand je parle aux sportifs et que je leur explique tout ce dont ils ont besoin, c'est français. Bah, ils hallucinent, ils se disent mais c'est pas possible, si je mange ça, ça va pas aller. Ne serait-ce que sur l'entraînement, franchement sur la nutri à l'entraînement, tout est quasi à revoir chez tout le monde. Clairement, dès que j'ai quelqu'un en consulte, tout est à revoir, et quand j'explique les quantités qu'il faut boire et manger, c'est une hallucination totale de la part de l'athlète, quoi. Et David, je dis oula, le bug. Itinéraire, je te capte plus là. Et du coup, derrière, si tu t'alimentes pas bien à l'effort, moi on me dit souvent, ouais, mais moi je consomme pas 90 grammes de glucides par heure et puis j'ai des très bonnes perfs. Ouais, mais en fait, mec, t'es en train de taper dans tes réserves corporelles, et le truc c'est que ton essence, en gros ton réservoir d'essence, c'est ton glycogène qui est une réserve de glucose qu'on a dans le foie et les muscles, et qui est finalement ton réservoir qui te permet d'utiliser de l'énergie directement. Et si tu le vides, ce réservoir, donc tout simplement avec l'effort tu vas utiliser des glucides et des lipides principalement, et que tu ne le recharges pas bien ou que tu n'apportes pas assez de glucides à l'effort, tu vas le vider, tu vas pas bien récupérer parce que ce réservoir-là il met 24 à 48 heures à se resynthétiser complètement dans des bonnes conditions, ça veut dire si tu manges assez de glucides, et derrière tu vas avoir une baisse de perf, une moins bonne récupération, et puis derrière ça peut avoir des conséquences. Donc il y a tout ça à prendre en compte. Et puis il y a aussi l'impact aussi de puiser au niveau protéique, on a tendance un peu trop l'oublier, c'est que à un moment donné, le corps, quand il a plus d'énergie, il tape pas forcément constamment dans les graisses, il y a un moment donné où il tape dans les muscles. Bah ouais, en fait, c'est pas ça aussi, les gens comprennent pas, c'est pas parce que tu vas pas consommer de glucides que ton corps il va se dire du coup, tiens, j'ai pas de glucides, je vais taper dans les graisses. Bah oui, tu vas taper dans les graisses, mais déjà la mobilisation des graisses, c'est plus long. À des niveaux plus hauts d'intensité, ton corps il va aller chercher dans les glucides plus que dans les lipides. Donc en fait, tu vas avoir un moins bon rendement et tu vas maintenir une intensité qui est plus basse, tu vas pas pouvoir être capable de courir à des portions de VO2 max aussi élevées qu'avec des glucides, et puis tu vas aussi aller taper dans des protéines. Et sur le long terme, c'est néfaste parce que autant à moyen long terme on peut vivre sans glucides, sans lipides, autant on peut pas vivre sans protéines. Le corps il sait pas synthétiser ces protéines, ça peut être apporté que par notre alimentation, donc en fait si déjà vous en mangez pas suffisamment, et ça aussi le manque de protéines c'est impressionnant, je le vois quasi tous les jours en consulte, même pas forcément chez les sportifs, chez les personnes de façon générale. Et du coup, il y a vraiment ce côté où il faut avoir conscience que votre corps, quand il est épuisé, les muscles, ils en prennent un coup aussi. Et c'est là aussi où ça mène aux blessures, généralement. Ouais, carrément. Blessures, dénutrition, derrière, du coup, tu dois encore plus consommer de protéines pour combler les besoins, et on le fait pas forcément. Donc ça qui est difficile. Et puis les sportifs, en fait, pensent qu'il y a que les mecs qui font de la muscu et du body qui doivent consommer beaucoup de protes, alors que non, en fait, quand t'es un athlète d'endurance, t'as aussi des besoins élevés entre... en moyenne 1,5 g de protéines par queue de poids de corps par jour. Et c'est dur à atteindre. Bien sûr, c'est une moyenne, ça va varier en fonction de chacun, mais c'est dur à atteindre. C'est difficile à atteindre. Les protéines, c'est un super complément, quoi. Les protéines en poudre, que ce soit pour les prendre en shaker, en goûter, ou alors vous pouvez les intégrer dans des préparations.
Mais en fait, si vous mangez même du poulet le midi et du poulet le soir, vous allez dire ouais, trop bien, j'ai des protéines. Mais en fait, ça fait quoi? Ça fait 20 grammes. 60 grammes par jour si vous avez ça et des produits laitiers, quoi. Ouais. Et quand tu as besoin d'un gramme 5 et que tu fais 70 kilos, faites le calcul, ça fait beaucoup. Ouais, c'est bien, donc il y a tout ça à prendre en compte. Ça compte dans le REDES aussi, je suppose, tout ce qui est un déficit en protéines? Bah ouais, parce que ça participe au déficit énergétique global, quoi. Ouais, ouais, c'est un casse-tête, c'est une vraie science, hein, la nutrition et la nutrition sportive. Mais faut déjà être conscient que si tu veux faire tourner une machine correctement, il faut lui mettre de l'essence dedans, quoi. Ça, je pense que l'alimentation, c'est la clé. Alimentation, sommeil, quoi. Sommeil, hydratation, les trois. Ouais. Il y a une phrase que j'aime bien. Il y a deux adages que j'aime bien. Le premier, c'est celui qui est devant en trail, c'est pas le plus fort, c'est celui qui arrive à bouffer le plus longtemps. Ça, c'est la première phrase. Et la deuxième phrase, ça c'est une phrase de cycliste, c'est affûter en janvier, cramer en juillet. Donc ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. En gros, si t'es trop tôt à ton poids perf, et bah, finalement t'es cramé trop tôt. Pour ta saison, quoi. Voilà. Incroyable. Parce que bah, finalement tu vas te taper dans tes réserves et une fois que t'as plus de réserves, bah, t'es à plat, quoi. Mais sachant qu'encore une fois, l'hiver pour les sportifs, vous êtes censés vous entraîner en volume, pas en intensité, quoi. Donc si vous commencez aussi à vous cramer dès l'hiver, à faire de l'intensité à balle avec une alimentation moyenne, évidemment vous allez arriver en mars-avril où vous allez commencer vos saisons un peu plus d'intensité. Mais KO, c'est logique. Donc il faut vraiment avoir cette conscience que votre alimentation, toute l'année, elle est hyper importante, quoi. Ouais. Pas que une semaine avant votre course, parce qu'il faut faire une réserve ouais, ça aussi. Arrêtez de venir nous voir, genre la semaine avant votre marathon. Au fait, je mange quoi sur mon ravito au marathon? Mec, tu y prends un petit peu avant parce qu'il y a tout l'entraînement nutritionnel avant ça qu'il faut prendre en compte. Il faut tester ces aliments que tu vas consommer à l'effort. Il faut s'entraîner au niveau digestif aussi parce que ça, au niveau digestif aussi, hein, ça se travaille pour assimiler des grosses quantités glucidiques et hydriques. Donc on s'y prend pas 2 secondes avant, quoi. Et puis au final, si tu fais ta recharge glucidique 48 heures, 72 heures avant en fonction de ta course, même une semaine avant, si par contre les 4 premiers mois tu t'es entraîné avec une alimentation insuffisante, ou même l'année d'avant tu t'es entraîné avec une alimentation insuffisante, tu arriveras complètement KO. Bien sûr. Tes réserves elles vont pas se remplir en 48 heures parce que tu manges 400 grammes de pâtes, quoi. Bah, et puis derrière, t'as pas optimisé tes perfs parce que tu t'es entraîné sur un déficit énergétique, donc t'as vidé. Enfin, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, on va pas radoter, mais en gros c'est ça, quoi. C'est pensez à votre alimentation tout le temps, à votre récupération. En fait, il y a aussi un truc que j'aime bien dire, c'est l'alimentation pendant l'effort et au quotidien va aussi servir à la récupération derrière. En gros, si tu consommes des grosses quantités glucidiques pendant ton effort, c'est pas que pour tes perfs, c'est aussi pour derrière bien optimiser ta récup. Parce que si derrière le lendemain matin tu vas te retaper une séance en intensité et que t'as vidé tes réserves sans les recharger derrière, bah tu commences déjà avec une balle dans le pied parce que t'as moins d'énergie disponible, quoi. Et je trouve que toi, après tes courses, même si ton max c'est quoi, 70, c'est quoi là? Ouais, c'était 70, ouais. T'avais super bien récupéré après. Franchement, tu repartais. Je récupère bien parce qu'après chaque course ou chaque gros effort, je fais hyper gaffe à ma récup. Ça, c'était impressionnant. Moi, je m'étais dit, ouais, tu vas être KO pendant genre une semaine. Pas du tout. 48 heures après. on est tous différents là-dessus sur les capacités de récupération. Je pense que c'est une question d'adaptabilité aussi. Mais parce que tu fais les choses bien. Oui, parce que j'ai été progressive et en fait, il faut être progressif, quoi. Après, on a tous une capacité de progression différente. Certaines personnes se sentiront jamais bien sur du long parce que c'est pas ce qui leur convient, et même en étant progressif, c'est pas forcément. Elles arriveront sûrement à boucler un truc long, mais elles se sentiront peut-être pas forcément bien dessus. Et surtout, faut être progressif. Et c'est ce qu'on disait, certaines personnes arriveront à faire un Iron au bout d'1 an si elles ont été sportives avant, et d'autres, faudra peut-être plus de temps, quoi. Et puis encore une fois, c'est pas enfin, moi je pense qu'il faut arrêter d'avoir la folie du long. J'aime le long, moi, mais j'aime pas parce que c'est stylé de mettre ça sur Instagram, quoi. Et moi, à l'inverse, j'aime le court. Donc, et je trouve pas ça moins gratifiant de faire du court que du long, quoi. Combien de fois, et en fait on en parlait aussi, le triathlon, donc moi je fais que du M voire du S parce que j'adore vraiment la vitesse pour le coup, on me dit mais tu veux pas passer au-dessus, tu veux pas faire du L, du XL, en fait. Et moi je suis là mais laissez-moi tranquille, genre je suis trop contente sur ça parce que morphologiquement parlant j'ai pas la morpho pour faire du long, faut pas se mentir, je suis un tout petit gabarit. Et même s'il y a des filles qui font de l'ultra en petit gabarit, moi aujourd'hui je sais que je m'en sens pas capable. Alors peut-être que dans 5-10 ans je changerai de discours, mais aujourd'hui je sais que mon corps n'est pas adapté et je n'ai pas encore la caisse pour faire du long. Et c'est pas grave parce que tu peux t'éclater vraiment sur d'autres choses.
Et c'est clair qu'en fait, il faut avoir cette notion de long ne veut rien dire. Vous êtes tout autant sportif que vous courriez 5 km. Enfin, je veux dire, un mec qui va courir son 5 bornes en 15 minutes, comme quelqu'un qui court 170 bornes, quoi. Ouais, puis vraiment, pour moi, faut vraiment arrêter d'avoir la folie de faire des trucs toujours plus longs, toujours plus difficiles. Et puis après, on se sent comme une merde, quoi. Tu sais, moi, j'ai des gens qui me disent, ouais, moi, je fais que... genre, mon objectif, c'est de faire un semi-marathon, et quand je vois ce que tu fais, je me sens nulle. Mais en fait, il n'y a pas de problème, quoi. C'est chacun progresse à son niveau, chacun s'épanouit comme il veut, et en fait, il y a pas, je suis pas plus méritante parce que je fais les trucs plus longs que toi, quoi. C'est pas du tout ça l'idée. Hein. C'est plus, en fait, les gens ont plus ce côté admiratif. Et d'ailleurs, des personnes qui débutent en sport, en course à pied, vont direct s'inscrire à un semi. Tu les vois jamais s'inscrire à un 10 bornes. Non, mais c'est vrai. Parce qu'en fait, on associe je m'inscris à de la course, mon objectif c'est de faire les 21 km. Et en fait, tu dis, mais pourquoi tu fais pas un marathon? Ou un marathon. Combien de gens je vois s'inscrire sur des marathons juste parce que c'est l'aboutissement d'un coureur, mais déjà, ils font leur marathon en 6 heures parce qu'ils sont pas du tout préparés, et derrière, les répercussions que ça a au niveau physique et mental aussi, parce que tu te dégoûtes total du sport aussi, quoi. Ça, c'est un vrai problème aussi. Si vous voulez faire un sport qui vous plaît sur le long terme, faites un sport que vous aimez. C'est-à-dire que, typiquement, je fais pas de long parce que faire 180 km de vélo, moi, c'est mort. Genre, vraiment, je suis bien avec mes 40. D'ailleurs, elle a zappé la séance trail d'hier. Hein. C'était 4 heures. J'ai fait du home trainer pendant 1 heure. Enfin, je veux dire, mes 40 bornes, ça me va. Et en fait, il faut vraiment avoir ce côté de vous êtes bon tant que vous êtes en fait régulier, vous faites quelque chose que vous aimez. C'est tout ce qui compte. Et vous serez en meilleure santé aussi. Même, du coup, je rebondis là-dessus, même pour la perte de poids. Tu vois, quel est le meilleur sport pour perdre du poids? C'est le sport qui te plaît. Parce qu'en fait, imaginons, t'aimes pas du tout la course à pied, tu te mets à la course à pied parce que ça dépense beaucoup de calories par heure. Ok, tu vas tenir ça 2 secondes, au bout de 2 semaines, t'en auras marre parce que t'aimes pas du tout ça, et au final, t'arrêteras le sport. Faites un sport qui vous plaît. Et ce qui compte pour perdre du poids, de façon, n'en déplaise à certains, c'est le déficit calorique. C'est la base. À moins d'avoir vraiment un cas très spécifique, mais désolé, c'est pas le cas de la majorité des gens. La majorité des personnes, pour perdre du poids, c'est déficit calorique. Après, peu importe le sport que tu fais, le tout c'est que tu t'épanouisses en fait. Et tu peux faire un jour du yoga, après de la course à pied, ce qui compte c'est de bouger tous les jours. Aujourd'hui on est dans une génération tellement sédentaire qu'en fait on fait plus rien. Les recommandations c'est 1/2 heure par jour, je sais que c'est dur à tenir, mais en fait si vous faites 30 minutes par jour avec un peu d'intensité des fois dans la semaine et que vous mangez correctement, vous perdrez du poids quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de secret. Mais en faisant les choses encore une fois correctement, on en revient toujours à ça. Quoi. Ouais, clairement. Mais faites des activités qui vous plaisent. Et puis même la musculation, on dit la musculation, c'est pas bien pour la perte de poids parce que tu dépenses pas beaucoup de calories. Mais en fait, ça te permet de prendre de la masse musculaire. Le muscle, ça consomme énormément d'énergie. Alors c'est pas tant, ça aussi on fait souvent l'amalgame, c'est pas tant le muscle qui est un gros consommateur d'énergie. De tête, j'ai plus le chiffre exact en tête, il faudra que je regarde, mais je crois que c'est 1 kg de muscle, c'est 30 calories de plus dépensées par jour. Ouais, c'est quelque chose comme ça. C'est pas énorme. Hein. Tu prends 3 kg de muscle, tu dépenses 90 calories par jour. En fait, tu manges un Magnum, c'est fini. Hein. C'est ça. Ce qui consomme énormément d'énergie, dans le fait de prendre du muscle, c'est surtout le turnover protéique que tu vas avoir parce que la resynthèse des protéines, la dégradation et la resynthèse des protéines, ça consomme énormément d'énergie. Okay. Donc voilà, chaque jour, il y a à peu près, alors plus ou moins en fonction de chacun et de l'activité physique, mais à peu près 250 grammes de protéines qui sont dégradées et resynthétisées. Donc sur les 250 grammes de protéines qui sont dégradées, il y a une partie qui va servir à resynthétiser d'autres protéines, une partie qui va être éliminée. Mais en fait, tout ce turnover-là de resynthèse-dégradation, justement, ça consomme énormément d'énergie. Et c'est ça qui fait que quand tu as une masse musculaire plus élevée, ton métabolisme de base augmente. En fait, c'est quand on dit que la digestion est aussi... la digestion, c'est la réaction métabolique qui demande le plus d'énergie, en fait. Les protéines, c'est ça. C'est les macronutriments qui consomment le plus d'énergie à la digestion. On dit que c'est le plus long à digérer. Mais en même temps, c'est normal. Hein, c'est des grosses molécules qu'on va essayer de réduire en acides aminés. Enfin, c'est hyper long pour le corps de réduire ça. Donc non, c'est vrai que c'est hyper intéressant, je trouve, de pouvoir voir les différents types de sports, en fait, les différentes activités pour chacun, et en fait, surtout de se rendre compte que quand vous admirez des personnes professionnelles, si ça se trouve, mais en fait, on se rend pas compte de leur état de santé non plus, parce qu'au final, tout ce qui est REDES et triade de la sportive, ce sera quand même généralement c'est chez des sportifs, pas forcément de haut niveau, mais déjà des sportifs avancés, on va dire, plus que des sportifs débutants. Et au final, il vaut mieux être sportif des fois comme on le fait, tranquille dans sa vie et manger correctement, que être sportif pro, se comparer, mais en fait, vous connaissez pas l'envers du décor, quoi. Ça, c'est hyper important de le comprendre. On en revient à la comparaison. Et comment tu fais, toi, quand on consulte, t'as des femmes qui font du sport,
en aménorrhée et qui viennent te voir genre pour perdre du poids, pour performer, comment tu les prends en charge justement? Oula, il y a Gaïa qui aboie. Je sais pas si on va l'entendre le truc. C'est compliqué parce qu'en fait, j'ai vraiment une approche, moi, alors je conseille pas forcément d'arrêter complètement le sport, ça va dépendre du sport qu'elles font déjà. Mais bon, on est 80% des cas des sports d'endurance, donc c'est vrai que j'ai quand même généralement une diminution du sport d'endurance et soit je leur conseille de faire de la muscu, un peu plus du renfort au poids de corps, du yoga, du pilates pour un peu faire le turnover, on va dire, parce que c'est des personnes qui sont très actives, si tu leur retires le sport complètement, c'est très compliqué à gérer aussi. Donc d'essayer de trouver cette solution-là. Et après, moi, j'adore expliquer comment le corps fonctionne. Donc ça veut dire que, on en revient à ce qu'on disait tout début, je vais leur expliquer le mécanisme des graisses, je vais leur expliquer l'impact que ça va avoir au niveau de leur santé. Le nombre de filles qui me disent, oui, mais bon, du coup, je prends la pilule, ça aussi, j'en ai beaucoup. Je dis, ouais, mais en fait, t'as pris la pilule, aujourd'hui tu l'as arrêtée, tu vois que t'as pas tes règles. Alors, en plus, avec le SOPK et tout, il y en a beaucoup qui confondent aussi ça, alors que non, là, c'est pour le coup vraiment ce problème-là. Et après, donc j'essaie de leur faire, en fait, j'analyse leur alimentation et on est généralement sur des filles qui mangent très peu. Mais quand je dis très peu, on est à 1200 calories par jour, alors que c'est des filles qui vont courir quasiment tous les jours. Donc ça peut pas marcher. Ouais, clairement. Donc j'essaie de faire une augmentation de l'apport calorique quand même, on va dire petit à petit. Je rééquilibre beaucoup au niveau micronutriments parce qu'au final les oméga 3 ont un véritable impact, donc généralement j'essaie de supplémenter en oméga 3, en vitamine D aussi qui rentre dans la formation du coup des hormones sexuelles, c'est super important. C'est des filles qui ont un taux de cortisol qui tape le plafond aussi, donc on essaye de faire diminuer le taux de cortisol. Le cortisol va avoir un impact sur justement la synthèse des hormones sexuelles? Ouais, en fait, ton cortisol a besoin donc de cholestérol et ton corps, en fait, le cortisol c'est vital. Tes règles, ça ne l'est pas. Donc, d'accord. Ça va être favorisé par rapport à la santé sexuelle. Okay. C'est favorisé parce que, en fait, entre maintenir ta fréquence cardiaque au mieux possible par rapport au stress, vs avoir tes règles. Okay. C'est pour ça que le stress, en gros, est pas du tout l'ami des troubles du cycle. Enfin, c'est pour ça qu'il faut réduire le stress, quoi. Et puis, en fait, le problème du stress, c'est que c'est aussi, ça demande beaucoup. Ton corps, il est épuisé. Donc, en fait, tu vas aussi avoir un besoin calorique beaucoup plus élevé, normalement. Donc, il y a aussi une perte de poids qui peut être en lien avec le stress, sauf les personnes qui compensent en mangeant beaucoup, mais en tout cas voilà, il y a vraiment beaucoup d'éléments, donc il faut vraiment travailler sur ce stress là. Généralement je travaille soit avec un psy, soit sophro, et après tout ce qui est exercice de respiration, cohérence cardiaque, etc. Il y a évidemment des plantes aussi qui sont hyper bénéfiques, la ashwagandha, le rhodiola, qui sont très très intéressantes pour diminuer le stress. Ça, j'adapte en fonction des filles. Mais en tout cas, le protocole de base, ça va être leur faire accepter qu'il y aura forcément une diminution de l'activité physique. On va dire activité physique. Puis, tu vois, c'est des filles qui vont faire des footings en 5-0. Donc, je leur dis, au pire... c'est pas leur allure de F. Voilà, c'est pas l'endurance fondamentale du tout. C'est des filles qui vont courir peut-être un 10 bornes en 5-0. Donc, c'est un peu problématique. Donc, j'ai ce truc où je dis, voilà, essaye peut-être de réduire la distance, d'augmenter un peu plus, si tu cours en 6,30, 7, on peut faire un compromis. On est d'accord que c'est dans le but de rétablir l'apport énergétique. Ouais, c'est ça. Okay. Parce que ça aussi, c'est pas finalement l'activité physique qui est problématique dans les troubles du cycle, c'est le fait que l'activité physique peut engendrer un déficit énergétique. C'est ça. Donc, t'essayes de trouver juste le milieu. Encore une fois, je dis pas qu'il faut tout arrêter, mais dans tous les cas, courir tous les jours sur un corps fatigué, c'est pas bénéfique, quoi. Donc, on essaie de trouver des solutions. Soit la fille l'accepte et ça se passe super bien, soit j'ai déjà eu malheureusement des personnes qui ne sont pas prêtes, en fait, à augmenter leur rapport calorique parce que ça veut dire prise de poids et dans ce cas-là c'est compliqué. Sachant que j'ai déjà eu aussi des athlètes en consulte donc qui n'avaient pas leurs règles, etc. J'ai augmenté l'apport calorique, il n'y a pas eu de prise de poids. Mais par contre elles ont retrouvé leurs règles. C'est juste que du coup le corps s'est tout de suite plus rééquilibré au niveau macro, au niveau micro aussi nutriments et c'est hyper intéressant parce que j'en ai une en tête, elle me dit mais c'est fou, je suis beaucoup moins fatiguée, elle est beaucoup plus performante et elle l'angoissait énormément avant et elle m'a dit je te fais confiance, il n'y a pas de souci et ça s'est super bien passé. Donc il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte et en tout cas n'ayez jamais peur de consulter des gens quoi, si vous êtes dans ces cas-là. Mais dans tous les cas, peu importe le changement que tu vas avoir, que ce soit pour retrouver tes règles, que ce soit pour perdre du poids, que ce soit pour optimiser ta performance, ta récupération, le changement, ça, je pense, ça va s'opérer du patient et pas de nous. Je pense qu'on attend beaucoup de... Je pense que les gens viennent voir un diète en mode il va m'apporter une solution clé en main, miracle, et je vais l'appliquer un peu comme une recette de cuisine et je peux pas me bourrer quoi. Sauf qu'on n'est pas avec vous, vous nous voyez et après ça se trouve on vous revoit 3 semaines, 1 mois, donc en fait vous êtes seul à ce moment-là. Moi ce que j'aime expliquer aux gens c'est qu'il y a autant de méthodologies
de prise en charge qu'il y a de patients, en fait. Parce que quelque chose qui va fonctionner chez un patient va pas forcément fonctionner chez un autre. Ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Moi, quand j'ai quelqu'un en consulte, je dis, OK, on va faire comme ça, on va débuter comme ça. Si tu vois que le protocole te convient pas, que c'est difficile à tenir ou quoi, on peut faire différemment. Il n'y a pas de problème. En fait, il y a 1000 chemins pour arriver au même but, quoi, en fait. Moi, je dis toujours aux patients, n'ayez jamais peur de me dire si ça vous convient pas. Parce que, typiquement pour les patientes que tu m'as dit là, remonter les calories, j'en ai chez qui ça va être plus facile pour le petit déjeuner, j'en ai chez qui elle pourra plus jouer sur le dîner. Tu sais, généralement, je conseille les aliments à haute densité énergétique, donc fromage, chocolat, les graisses, etc. Ces aliments-là, je leur demande toujours ce qu'elles préfèrent, lesquels est-ce qu'elles se verraient, peut-être qui lui fait moins peur à réintégrer. Mais ça va varier en fonction de chaque patiente, quoi, et c'est normal. Donc, c'est vrai que c'est hyper important de trouver le praticien et la méthode qui vous convient, et surtout de dire au praticien, bah ça me va, ça me va pas. Et s'il vous dit, bah non, on fait comme ça, pas autrement, juste changer de praticien. Ouais, clairement. En fait, c'est pas à vous de vous adapter au praticien, c'est au praticien de s'adapter à vous, quoi. Ouais, je la dis tout le temps, la phrase en consulte. Moi aussi. Je dis tout le temps. Tout le temps, c'est moi qui m'adapte à toi. Donc en fait, t'inquiète, on fait comme tu veux, quoi. C'est juste que il faut juste accepter que moins tu fais faire de choses, moins ça va aller vite. C'est ça. Complètement. C'est tout simplement ça. Et t'as des personnes, elles foncent tête baissée et tout va bien. Genre, je veux perdre du poids, mais je veux pas faire de sport, j'accepte pas de réduire mes calories et je dors pas et machin. Et je mesure 1m54, mais je mange, je mange 3000 calories par jour. Revois un peu tes priorités et après reviens me voir. Mais voilà. Moi aussi, j'ai arrêté de me prendre la tête avec ça parce que je pense que toi aussi, au début, quand on a commencé, quand on n'avait pas forcément de résultats, qu'on avait des gens qui étaient réticents ou quoi, moi je me remettais énormément en question. Je passais des jours à cogiter, à rechercher des trucs, à me demander pourquoi ça fonctionnait pas. Je me suis rendu compte que t'as certaines personnes qui mentent un peu aussi, mais je leur en veux pas, c'est juste que je pense qu'elles sont pas prêtes ou alors qu'elles ont peur ou quoi de dire les choses. Mauvaise expérience aussi. Mauvaise expérience aussi. Mais j'ai arrêté de me torturer l'esprit et de culpabiliser quand j'ai quelqu'un en face qui finalement n'est pas prêt au changement. Ouais, le changement, peu importe, encore une fois, que ce soit dans la perte de poids, dans revoir ton alimentation, par rapport à ton activité physique, prise de poids, bref, tout est lié. Il y a vraiment cette notion de confiance entre le praticien et le patient. Si vous ne nous faites pas confiance, on ne pourra pas vous faire confiance non plus en échange. Et c'est super compliqué parce que, comme tu dis, il y a des patients où ils vont pas te faire confiance. Alors, c'est pas forcément de ta faute. Ça peut être, encore une fois, parce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont vu d'autres praticiens complètement extrêmes. Mais on se retrouve, du coup, nous bloqués dans la prise en charge parce qu'en fait, ils ne souhaitent pas changer réellement leur... Mais par peur, en fait. C'est vraiment par peur, quoi. Ouais, et je pense aussi que parfois, ça met quelques consultes à avoir, chez certains, à avoir cette relation de confiance-là. Moi, quand j'ai pas forcément de résultats dans les 2-3 premiers rendez-vous, je m'inquiète pas trop parce que parfois, tu vas débloquer des trucs au fur et à mesure. Tu vois, t'as des patients qui te parlent pas trop ou qui osent pas trop te dire les choses. Et au final, au fur et à mesure, ils arrivent à débloquer des trucs, à te parler, t'apprends des nouvelles choses. Et en fait, tu crées un peu une relation de confiance au fur et à mesure, ce qui fait qu'après, t'as des meilleurs résultats. Donc, faut savoir qu'il n'y a pas que l'alimentation à prendre en compte. La diététique, c'est très résumé à l'alimentation. Mais en fait, nous, la nutrition et la diététique, c'est le bien-être pour ton organisme. C'est-à-dire qu'on est censé travailler sur le sport, on est censé travailler sur... et conseiller de faire du sport, on est censé conseiller de bien dormir, le stress, de bien manger, etc. Mais généralement, on vient voir une diète pour l'alimentation. Mais forcément, on va évoquer d'autres sujets, en fait, parce que tout est lié. Et c'est vrai que je trouve que notre métier n'est pas forcément hyper bien défini, parfois, parce qu'il nous parle un peu de... Ouais, clairement. On est défini un peu comme... Alors, peut-être moins moi, parce que je m'occupe quasiment que de sportifs, mais globalement, le diététicien est défini comme un praticien qui fait perdre du poids. Oh, ouais, ça c'est fou. Tu vois, c'est... Ouais. Et je suis contente, moi, maintenant, d'avoir un peu l'étiquette pathoféminine, parce que du coup, je me retrouve avec beaucoup de patientes qui ont des SOPK, de l'endométriose, des troubles du cycle, etc. Fertilité, elle me dit, mais en fait, j'aurais jamais pensé que l'alimentation avait un lien, ou que tu pourrais m'aider avec la micronutrition et tout. Je dis, mais en fait, si, c'est la clé comme tout le reste, quoi. Ouais. Donc, après, les gens savent pas, je pense. D'où le fait que je pense... c'est bien, nous, qu'on a un peu de visibilité pour faire un peu passer les messages. Enfin, je pense que c'est bien que des gens comme nous puissent transmettre l'info, faire comprendre aussi qu'il y a des gens qui sont là pour ça, pour prendre en charge et puis pour vous accompagner, quoi. Mais ouais, les gens sont pas forcément alertes par rapport à ça, ils savent pas qui aller voir, quoi. Non, ça c'est sûr. Ils ont des troubles digestifs, c'est direct, je vais aller voir le médecin, le gastro. Alors qu'en fait, par des simples mesures hygiéno-diététiques, tu peux tout corriger. 90% du temps, tu peux corriger par l'alimentation. Troubles digestifs, chez Sportif aussi, hein. Ouais, chez Sportif aussi.
beaucoup de ça. Hein. Donc les troubles digestifs, c'est un grand débat, alors que t'es ballonné, tu peux être ballonné au quotidien parce que juste tu ne bouges pas assez. Hein. Donc c'est pour ça que je vous dis que tout est lié, parce qu'en fait, l'alimentation, oui, mais tu auras beau tout retirer, genre le gluten, le lactose, les fibres, non. Si tu fais un régime FODMAPs, là, hyper strict, mais que derrière tu ne bouges pas, tu peux toujours être ballonné. Donc, moi, je n'ai jamais mis en place un régime sans FODMAPs, quoi. Parce qu'en général, c'est pas ça le problème. Hein. Donc c'est beaucoup de sujets différents, mais on en revient toujours à la même conclusion, quoi. C'est marrant, moi je pourrais partir sur 12 000 sujets, je pense qu'on pourrait rester 10 heures là à parler. Il y a tellement de trucs à dire. Et surtout, je trouve ça fou, parce que ça fait quoi, 4 ans qu'on se connaît? 3 ans? 3 ans peut-être? Mais plus, 2019. 5 ans. Ouais, oh, ça fait longtemps. Et je trouve qu'on a vu vraiment notre pratique évoluer, notre manière de voir toutes nos consultations d'une autre façon et tout, et je trouve ça génial. Ouais, clairement. Moi, je vois, hein, je progresse aussi dans ma... Je vois ça comme un petit puzzle, tu vois, tu mets des pièces, ou un petit Lego, tu changes des pièces c'est clair. Pour peaufiner le truc, quoi, au fur et à mesure. Ouais. Donc, il y a Gaïa qui boit. Je pense qu'on m'entendra pas. Donc en tout cas, je trouve que la conclusion de tout ça, c'est qu'on a un beau travail. Ouais, c'est cool. Puis moi, je pense le pourquoi je suis sur les réseaux et où on fait cette vidéo YouTube aussi aujourd'hui, je pense que c'est vraiment pour essayer d'aider un max de monde. Moi, je me rends compte pourquoi aussi aujourd'hui je fais un peu moins de consultations et j'ai lancé ma formation, c'est aussi pour... parce que prendre un par un les patients, tu peux pas aider le plus grand nombre, quoi. Bien sûr. Donc les réseaux, pour ça, c'est une super plateforme parce que tu peux vraiment véhiculer l'information. Alors bien sûr, sur les réseaux, t'as tout et n'importe quoi. C'est-à-dire que t'as des choses... Je pense que t'as plus d'informations obsolètes que d'informations vraiment très intéressantes. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui sont désespérées pour perdre du poids ou pour régler des solutions, etc. et qui vont plus faire confiance aux méthodes miracles. Mais t'as tellement de bullshit sur les réseaux, c'est un truc de fou. Par rapport au sport aussi. Et puis d'ailleurs, c'est toi qui vas te faire défoncer parce que tu dis des choses fondées sur la science, mais non, mais on s'en fout de la science, qui compte, c'est l'expérience personnelle. Moi, perso, ça marche. Voilà, moi, perso, ça marche, super. Donc je pense que pour ça, c'est bien que nous, on continue ça pour essayer de véhiculer le plus possible l'information. Et ça marche, mine de rien, on a des très bons retours. Ouais. Puis moi, merci souvent. Moi, j'ai vraiment pas du tout envie de garder l'information pour moi, tu vois. Plus j'ai de connaissances, plus je veux les donner, parce que moi, toute seule, elles me servent à rien. Justement, si je les acquiers, c'est le mot? Si je les acquiers, Si je les acquiers, je vais dire si je les acquis, si je les acquéris. Vas-y. Si je les acquiers, voilà, je suis partie là-dessus, mais c'est bien. Si je les acquiers, c'est justement pour les donner, quoi. Sinon, moi, elles me servent à rien toute seule. Nous, en soi, toi, tu pourrais faire ton truc dans ton coin, ça marche très bien. Moi, perso, mon cycle menstruel va très bien. Très bien, je veux dire. Non, c'est bien, on sert un peu à quelque chose, quoi. Ouais. Donc, à notre échelle, on essaye. Ouais, donc voilà, je pense qu'on peut s'arrêter là-dessus. Très intéressant. Comme et puis, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. On répondra. Si vous avez aussi des autres envies de sujets de discussion sur n'importe quel sujet autour du sport et de la nutrition, n'hésitez pas. Bien sûr, on vous met nos comptes Instagram dans la description. Et puis, on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut.